Vous êtes beaux, tous ici. Euh, moi, je m'appelle Manon. Je ne suis pas beaucoup venue à l'église parce que je travaillais le dimanche matin, du coup, comme Thibaut, en boulangerie. Sauf que moi, j'étais vendeuse, donc je n'avais pas possibilité d'être là. J'en connais certains d'entre vous, mais pas forcément tous. C'est un peu compliqué pour moi de livrer mon témoignage. C'est pas aussi inspirant que Thibaut. Je vais lire, parce que sinon, pareil que Thibaut, je vais m'éparpiller dans tous les sens. Pour commencer, je suis arrivée au monde il y a 29 ans, dans la plus belle ville du monde, hein, à Besançon, en Franche-Comté. Euh, Mes deux parents sont originaires de là-bas, et j'ai la chance d'être l'aîné de trois frères incroyablement drôles, pour le coup. J'ai eu une enfance heureuse, j'ai toujours été une enfant calme, sage, un peu bavarde, mais entourée d'une grande famille avec une dose d'amour gigantesque. Lorsque j'ai eu 4 ans, mes parents ont décidé de tout quitter pour nous emmener vivre à Agde, où nous avons vécu des moments très heureux. Tout se passait à merveille, nous ne manquons de rien, ni d'argent, ni de nourriture, et encore moins d'amour. Pourtant, une petite ombre s'est glissée au tableau de la famille un peu parfaite, et mon papa est tombé malade. Il souffrait de troubles bipolaires, et j'ai pu voir des personnes petit à petit couper les ponts avec nous et apparaître dans notre vie pour venir un peu tout détruire, entre guillemets, presque du jour au lendemain, et on a tout perdu. Ma famille s'est retrouvée endettée, sans maison, sans forcément avoir d'école fixe, et notre famille nous a petit à petit tourné le dos. Donc on était là sans trop comprendre ce qui se passait, forcé de quitter le sud pour retourner vivre à Besançon. Et à la force des bras de ma maman, on est restés quand même soudés, tous ensemble, sans rien autour, mais j'avais mes trois frères avec moi tous les jours, et c'était eux ma maison. Donc j'avais 8 ans, et le reste n'avait pas forcément d'importance. Quelques années plus tard, mon papa remis sur pied, les comptes remis à zéro, on décide de tous repartir à l'aventure dans le sud, hein, encore une fois, et cette fois-ci on descend à Thuir. Donc les premiers mois étaient une nouvelle fois idylliques, c'était vraiment chouette, on s'amusait beaucoup. En fait, notre famille, c'était nous six et rien d'autre, c'était vraiment nous et juste nous, c'était incroyable. Pourtant, peu de temps après, mes parents ils finissent par divorcer, ce qui était censé bien se passer, entre guillemets, finit par tourner un peu au drame parce que mon papa est une nouvelle fois tombé malade. C'était une période compliquée et j'ai commencé à être en colère. Alors ça, le mot colère, vous allez beaucoup l'entendre. Et j'ai été un peu couverte de honte suite au comportement de mon papa. Alors à 16 ans, j'ai décidé de partir toute seule dans un endroit que je connaissais. Donc moi, je remonte encore une fois à Besançon. Donc j'avais une grosse valise rouge à l'époque. Et j'habitais un peu partout et nulle part à la fois, entre ma famille, mon oncle, ma grand-mère qui veillait sur moi. Et puis par la suite, j'avais aussi l'internat de temps en temps, une fois par mois. Donc j'étais vraiment livrée à moi-même. J'irais sans que personne ne sache vraiment où j'étais ni ce que je faisais. J'étais mineure et déjà presque indépendante en fait. Et j'ai forcément commencé à faire des mauvais choix. J'étais seule livrée à moi-même, donc je sortais beaucoup, je consommais beaucoup de drogue parce que c'était ce que les gens cool faisaient. J'ai commencé à m'attirer des ennuis parce que j'étais violente verbalement, mais j'étais surtout violente physiquement. Je me battais beaucoup avec les garçons, avec les gens, en règle générale. En fait, j'étais en colère, j'étais vraiment en colère et j'étais comme une ado un peu rebelle. Et puis là, j'ai commencé à avoir les cheveux bleus, roses, violets. Puis ensuite des tatouages, puis après par la suite des piercings, donc j'avais le visage percé aussi, c'était assez fou. Je respectais pas les autres, mais je me respectais pas moi-même non plus, donc ça c'était compliqué. Arrivé à mes 18 ans, j'ai décidé de revenir quelques mois avant mon bac à Thuir, auprès de mes frères et de mes amis, mais en fait je me montrais sous mon pire jour, et la culpabilité elle a commencé à être de plus en plus forte, plus en plus grosse, plus que je pouvais le supporter. Et un soir, j'étais toute seule et j'ai fait une première tentative de suicide qui n'a pas fonctionné. Je me suis réveillée le lendemain et j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Et à cette époque-là, pour combler le pack dans lequel j'étais en couple avec une fille depuis très longtemps. Et en fait, on a décidé de partir vivre à Montpellier. Et là, je me suis dit, chouette, trop bien, un nouveau départ. Je vais pouvoir partir dans une ville que je ne connais pas et commencer ma vie
comme elle aurait dû commencer normalement, en couple avec quelqu'un. Tout est beau, tout est rose, évidemment. Bien sûr, rien n'est allé en s'améliorant. Ça s'est vraiment dégradé de semaine en semaine. J'avais certainement pas l'attitude d'une fille qui voulait avancer dans la vie. Je trouvais pas de travail, je fumais beaucoup, je sortais faire la fête. J'avais peut-être pas envie non plus d'avancer en règle générale et je me détestais réellement. Je détestais la personne que j'étais. Je pleurais beaucoup, je faisais beaucoup de mal à mon entourage, à mes frères. J'étais très mauvaise, je parlais mal, très mal. Et je faisais du mal à la personne avec qui j'étais aussi. En fait, je voulais juste que mon cerveau il arrête de penser. Alors un jour, j'ai fait une deuxième tentative de suicide. Et en fait, cette tentative de suicide, elle a été très compliquée pour moi parce que j'ai fait un choc post-traumatique. Donc pour ceux qui ne savent pas, un choc post-traumatique, c'est une réaction psychologique en fait, qui arrive à la suite d'un événement traumatisant sous forme de flashback, de cauchemar, d'anxiété. Et là, j'ai commencé à me souvenir, en fait, à l'âge de 7 ans, quand mon papa était malade et que les gens gravitaient autour de nous, mon oncle m'a fait subir des attouchements. Et en fait, cette personne, elle vivait sous notre toit et nous gardait, donc moi et mes frères. Et pendant que ma maman s'occupait de mon père malade, sous la menace de leur faire du mal, je me devais de me taire et de l'écouter. Donc c'est ce qui s'est réellement passé. Et mon cerveau, en fait, il pouvait plus avancer, il pouvait plus réfléchir. J'avais personne à qui me confier. Alors j'ai fait tout ce que j'ai toujours su faire. J'ai crié, j'ai continué à m'énerver encore et encore et encore et encore pendant des mois. En fait, j'avais l'impression de tout perdre. J'avais plus rien, j'avais plus d'argent. Et par dépit, un soir, j'ai dit stop. J'ai dit de toute façon, j'avais plus rien à perdre à mes yeux. Et j'avais plus rien à manger dans l'assiette. J'avais rien à offrir à ma compagne. Donc j'ai pris mon téléphone. C'était très facile. Je suis allée sur quelques sites, j'ai posté quelques annonces et j'ai commencé à me prostituer. En plus des petits boulots que j'avais par-ci par-là, je gardais des enfants, je livrais des beignets sur la plage. Je faisais ce genre de choses. Et un jour, on est parti en vacances avec mes amis et quand je suis rentrée, j'ai décidé qu'il fallait que je change de vie, vraiment, parce que c'est ce que je pensais mériter. Donc je voulais me protéger, gagner ma vie plus honnêtement. Et je me suis retrouvée à travailler dans un sex shop. Donc en fait, c'est vraiment, ça paraît fou raconter comme ça. Je faisais rien pour sortir de tout ça en fait. J'avais pas conscience d'être coincée dans une spirale et tout est allé trop vite en fait. Donc là, on recommence. L'alcool, la drogue, les sorties, les personnes que je fréquentais, elles avaient plus ou moins la même vie, le même passé que moi. Donc en fait, tout me paraissait facile parce qu'on parlait le même langage. On avait vraiment la même vie avec ces gens qui étaient très malheureux autour de moi. Donc sans transition, fatigué, seul, c'était le Covid et j'ai fait une troisième tentative de suicide qui n'a une nouvelle fois pas marché. Et quelques mois plus tard, j'ai failli commettre l'irréparable. J'ai encore une fois voulu me suicider, sauf que cette fois-ci, j'ai failli mettre la vie en danger de la personne avec qui j'étais. En fait, j'avais plus la notion du danger. J'avais plus de limite avec moi-même et je me faisais même peur à ce moment-là. Je reconnaissais ni ma personne, ni mon propre physique parce que forcément, j'avais pris du poids, j'avais des piercings partout, des tatouages partout, les cheveux multicolores, c'était assez bizarre. Donc là, je ne pouvais même plus me regarder dans un miroir. Alors je suis partie, grâce à mes amis, du coup Julie et Thibaut, j'ai pu rentrer une fois sur Thuir. Donc ils me rapatrient un petit peu à la maison, c'est là où au final je me sens le mieux. Et pourtant, au fond de moi, il me restait une petite partie intacte, une partie de moi qui n'a jamais été méchante ni en colère et qui demandait juste un petit peu d'amour, mais un amour vrai, quelque chose de sain, de simple. Alors toujours dans ma quête de bonheur, avec une instabilité constante, je repars à Besançon, encore une fois, chez ma grand-mère cette fois-ci, juste pour m'isoler et essayer de reconstruire quelque chose de bien. Donc je me rappelle des débuts où j'étais seule face à la situation qui était plus grave, mais avec beaucoup de force, j'ai commencé à faire énormément de sport et j'ai commencé à structurer un petit peu ma vie. J'étais dans un petit quartier, donc forcément, qui dit quartier dit beaucoup de violence, que ce soit verbale, physique, et j'étais encore un petit peu en colère, vraiment. Et je me rappelle avoir fini en garde à vue, et à ce moment-là,
j'étais comme toute seule, vraiment face à moi-même, avec mes pensées pendant des heures et des heures. Dieu sait que les gardes à vue, ça peut être très long quand il y en a beaucoup. Et puis un jour, je rencontre une de mes meilleures amies, Margot, et un soir, on était chez ma grand-mère et elle me dit « Mais tu sais, moi je lis la Bible ». Donc là, elle a commencé à me parler de son église, de sa manière de pratiquer. Elle m'a expliqué des choses nouvelles que je ne comprenais pas. J'étais issue d'une famille où on pratiquait les baptêmes et les mariages dans des églises catholiques, mais les règles sont différentes. Puis quelque chose, je pense, a commencé à germer un petit peu en moi, mais sans que je comprenne vraiment. Et un peu plus tard, je redescends en vacances à Thuir et je parle avec Thibaut. Et Thibaut était en train de lire, d'écouter la Bible, du coup. Et il me dit « Mais installe Holy Bible, tu vas voir, tu vas pouvoir lire ta Bible en un an. » Donc moi, je dis « Oui, ok, pourquoi pas ?» Donc j'installe Holy Bible sans me poser plus de questions. Et un jour, je me retrouve seule en Suisse, à Genève, et il pleuvait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et je me rappelle avoir trouvé refuge dans une église qui ressemblait un petit peu à celle-là en plus, juste une croix posée sur un mur. Et en fait, j'ai perdu la notion du temps parce que je demandais juste des choses. Donc je pense que c'était peut-être une manière de prier, j'en sais pas vraiment grand-chose non plus. Et là, du coup, peu de temps après, je re-rentre une nouvelle fois à Thuir. Et là, ma vie, elle a littéralement basculé. Un matin, Julie, elle m'a tendu une Bible. Et elle m'a proposé de venir à l'église. Et le dimanche même, j'étais ici, donc dans cette église. Je me sentais pas à ma place, je me sentais sale, presque honteuse. En y repensant, j'aurais même pu presque me mettre à genoux et demander pardon dès le premier instant sans trop savoir pourquoi. Je regardais le bout de mes chaussures, la tête baissée, et j'avais l'impression d'être comme épuisée. Et dès les premiers chants, j'ai entendu ces mots « Je suis là ». Et ces mots, ils ont changé ma vie. Donc ça a résonné en moi comme une promesse. Mon cœur, il s'est arrêté à un instant et j'ai pleuré. Parce que j'ai compris que j'étais plus seule. Comme si Dieu posait sa main sur mon épaule et me disait « Tu ne seras plus jamais seule ». Et donc du coup, dans Hébreux 13, 5, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Donc j'ai mis du temps à l'accepter, c'était en novembre et j'ai commencé les cours de baptême qu'en avril. Donc ça a été un long temps de réflexion à me demander ce qu'il fallait que je fasse de toutes ces informations et de tout cet amour qui déferlait en moi. J'étais effrayée, je ne savais plus quoi faire. Mon cerveau était comme encore une nouvelle fois en pause. Puis un jour, grâce à David, j'ai compris que j'avais reçu le salut et que ma vie, elle serait plus jamais la même. Et donc là, j'ai commencé à lire ma Bible comme un apprentissage de la vie, en fait, parce qu'on ne m'avait jamais rien dit. Et là, j'ai vraiment pris le temps et j'ai posé mes bagages à Thuir. Après des années à errer entre Besançon, ici et plein d'autres endroits, aujourd'hui, je peux le dire avec certitude, Dieu m'a réellement sauvée. Il m'a sorti de la mort, de la honte, de la colère et de toutes ces chaînes dans lesquelles je vivais. Là où je pensais qu'il n'y avait plus d'issue, lui, en fait, il avait déjà un chemin pour moi. Il m'a relevée alors que j'étais au plus bas. Il m'a aimée alors que moi, je ne m'aimais plus moi-même. Il m'a redonné une identité, une dignité aussi que je pensais avoir perdue. Je ne suis plus la même parce qu'aujourd'hui, je ne marche plus seule. J'ai changé physiquement, mentalement aussi. Je suis plus en colère contre le monde entier. Je prends soin de moi. Je suis plus honnête, beaucoup plus apaisée et je me sens beaucoup plus libre. Et aujourd'hui, je peux dire que je me respecte. Là où je voyais la fin, lui, il a commencé quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, je suis vivante, vraiment vivante. Et si je suis ici, c'est parce que Jésus m'a sauvée. Et du coup, je vais vous lire juste un petit extrait de la Bible, Jean 15, versets 12, 13. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, parce que sans mes amis, je ne serais pas là, je pense. Et il y a aussi un autre tout petit verset, parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire. C'est Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, vraiment. Parce que la vie, elle est vraiment pas facile et c'est dur parfois d'être juste heureux. Et maintenant, je me contente juste d'être heureuse. C'est tout et c'est déjà énorme. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.